Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shahin Iskarine. Nous avons l'honneur d'accueillir Thierry Oliva, le créateur de Grillculture. Thierry est un passionné de barbecue et de gastronomie internationale. Il nous parle de son parcours international et comment il est arrivé à créer Grillculture pendant la pandémie. Thierry partage également ses ingrédients préférés et nous donne des conseils pour réussir ses grillades. Que vous soyez un amateur de viande ou un végétarien, vous trouverez des astuces intéressantes pour cuisiner sur le grill. Un nouvel épisode passionnant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Merci de votre fidélité en tant qu'auditeur. Et à bientôt dans notre prochain épisode de Shahin Iskarine. Ça va, je te remercie Jonathan. Et comme je t'ai dit, je suis très heureux d'être là avec tes auditeurs. J'espère que je vais pouvoir apporter un petit peu une histoire un petit peu intéressante, voilà, et partager ma passion pour la gastronomie et le barbecue en particulier. Donc voilà quoi. On se réjouit d'entendre. Tu as un parcours extrêmement intéressant. Donc, Je te remercie. Très international. Ça fait plaisir. Du coup, je te laisse te présenter. D'accord. Bon, écoute, voilà, je suis le créateur de Grillculture, voilà, et c'est un site web qui est principalement dédié à tout ce qui est barbecue principalement, comme son nom l'indique, mais je me limite pas à tout ce qui est grillade de volaille ou viande ou fruits de mer. J'introduis aussi d'autres méthodes de cuisson. J'utilise beaucoup de sous-vide, j'utilise aussi beaucoup de smoker. Voilà, donc ma grande passion en fait, c'est tout ce qui est recettes à base de viande, mais ce qui me distingue en fait, ce qui distingue Grillculture de ma concurrence, je dirais, c'est cet aspect international. J'y viendrai dans les prochaines questions, mais voilà, j'ai eu le privilège, je dirais, à l'époque, c'était peut-être quelque chose que je trouvais que c'était un peu embêtant d'avoir à voyager autant, mais maintenant, en regardant en arrière, je me dis c'était vraiment une opportunité que j'ai eue d'avoir un parcours aussi international, d'avoir eu l'occasion d'aller sur tous ces continents, et c'est quelque chose qui en fait qui m'a vraiment inspiré tout au long de ma vie sans même que je me rende compte. Donc voilà, donc je vais y venir après et voilà. Donc voilà, donc en 2020, j'ai créé Grillculture. C'était pendant la pandémie. Et puis depuis, j'ai développé le concept et je l'ai amené là où il est aujourd'hui. Et voilà, donc on est toujours en train de s'agrandir. J'ai une audience qui s'agrandit de plus en plus. Et voilà, mais j'espère que mes auditeurs aiment les recettes que je partage. Voilà. Ok. Tu peux rappeler d'où tu nous appelles aujourd'hui? Alors là, je suis à Orange County et il est 9 heures du matin et c'est dimanche. C'est une belle journée qui s'annonce et voilà. Donc j'ai commencé mon parcours en Côte d'Ivoire et puis j'ai atterri à Orange County en 2013. Voilà, et depuis j'y suis avec ma femme et mes 2 enfants. Comment ça c'est possible? Déjà, tu parles français, tu parles de Côte d'Ivoire. C'est quoi l'histoire derrière? Alors voilà, c'est un petit peu je vais y venir, c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui a inspiré ma passion pour les grillades. Donc je suis né en Côte d'Ivoire en 1979. Donc à l'époque, mon père avait toujours été un grand fan de l'Afrique. Et ça faisait partie de son rêve l'un de ses rêves d'aller s'installer en Afrique centrale. Et il a accepté un job en 79 pour travailler dans le domaine du textile. C'était une époque où le textile était à son zénith. Et donc on a déménagé là-bas. Et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert, sans même le savoir, ma passion pour la grillade. Donc tous les dimanches, on avait l'habitude, c'était devenu une tradition familiale d'aller à la plage de Bassam à peu près 1 heure d'Abidjan. Donc on conduisait là-bas sur le bord. C'est très sauvage à l'époque. Je sais pas comment ce jour, je suis pas retenu, mais c'est très sauvage et on s'arrêtait toujours chez Suzy. Donc elle avait un petit boui-boui, une espèce de petite paillote comme ça sur la plage. Et elle faisait des grillades. Elle faisait des grillades de poulet avec la tiéké qui était la spécialité locale. Et encore à ce jour, j'ai jamais goûté de meilleure grillade que celle de chez Suzy. C'est des poulets complets et c'était délicieux, incroyable. Donc voilà, donc c'est là où plus ou moins a commencé ma passion pour la grillade. Et tout au fur des années qui ont passé, donc
j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs influences culinaires un petit peu internationales. Donc en Côte d'Ivoire à cette époque, il n'y avait pas de restaurant. Enfin, il y en avait, mais il y en avait pas vraiment beaucoup. Le seul que je me rappelle, c'est la Pizzeria di Sorrento. Si mes parents entendent ce podcast, ils vont certainement s'en rappeler. Je sais pas, peut-être les résidents de Côte d'Ivoire de l'époque s'en rappellent. Voilà, donc c'était les grandes occasions. Mais en dehors de ça, principalement, c'était cuisine à la maison. Et je me rappelle, ma mère travaillait un peu avec mon père et à chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle essayait différentes recettes, des recettes un petit peu partout. Une grande influence libanaise à l'époque en Côte d'Ivoire, donc elle essayait aussi beaucoup de choses, donc genre les kébés, la pastilla, c'est aussi pas mal d'influence qu'elle avait. Bon, ma mère est marocaine, mon père est français, mais il est né au Maroc aussi, donc il y a eu beaucoup de plats comme ça avec lesquels j'ai grandi. Et donc c'était un voyage fascinant. Donc mes 10 premières années en Côte d'Ivoire, c'était 10 années de découvertes culinaires à travers ma mère et aussi des découvertes à travers la France parce que tous les étés on rentrait ou les hivers à l'occasion on rentrait en France et là j'avais mon oncle. Mon oncle c'est un grand fan de tout ce qui est cuisine. Et puis c'était toujours un délice d'aller chez mon oncle pendant les fêtes. Alors c'était alors, on arrivait, c'était des dîners qui duraient pendant des heures où ils nous achetaient les meilleurs steaks possibles. On avait des plats de charcuterie. C'était toujours un plaisir. Voilà. Donc c'était les 10 premières années. Malheureusement, en 99, non, c'était un petit peu plus tard, peut-être 91. Non, plutôt 91. La guerre civile a éclaté en Côte d'Ivoire et c'était bien triste. On a été obligé d'être évacués. À l'époque, mes parents savaient pas trop. Ça nous a pris un peu de cours. Donc, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Donc, on a passé un an à Grenoble. Et puis, ce que je me rappelle le plus, c'était les grandes fondues de Grenoble, les raclettes de Grenoble. Chez moi. Voilà, c'était les grandes délices. Jusqu'à présent, vous savez, en Côte d'Ivoire, avec la chaleur qu'il y avait, on n'avait pas trop l'occasion de faire des fondues. Donc c'était vraiment le délice de cette année. Et donc, en 91, 92, on a déménagé au Maroc. Le Maroc aussi faisait partie de ces pays d'Afrique qui faisaient beaucoup de textiles. Et donc, puisque mes parents étaient tous les deux originaires du Maroc, ils y avaient grandi. Mon père a eu une opportunité de créer sa société dans le textile. Et c'est ce qui nous a ramenés vers le Maroc. Et alors, le Maroc, c'était une nouvelle palette de saveurs. C'était des épices, les épices du Moyen-Orient. C'était fascinant. D'ailleurs, une petite anecdote. J'étais tellement obsédé par les kefta du Maroc que je crois peut-être de 94 jusqu'à 98, je devais avoir au moins un repas dans la journée qui devait consister qui devait être fait à base de kefta. Il fallait mes kefta de la journée avec mes frites. Donc j'étais un grand fan de kefta. Mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai découvert au Maroc. Jonathan, arrêtez-moi si jamais je vais un peu trop loin, parce que je parle un peu de passion du passé, c'est très nostalgique. C'est trop bien, merci. Je vous remercie. Donc voilà, donc j'ai découvert tous ces beaux plats magnifiques. Il y avait beaucoup de le couscous, c'est un grand classique, bien entendu. Il y avait les tagines et aussi beaucoup d'autres plats. Il y a eu des plats à base de foie, mais c'était pas trop mon truc d'essayer le foie, mais bon, j'avais tellement de saveurs différentes, c'était vraiment un délice pendant ces quelques années. Et d'ailleurs, le plat que j'ai toujours essayé de reproduire, je l'ai jamais réussi à le refaire, c'est la tangia. Je sais pas si vous êtes familier avec la tangia. C'est un plat originaire de Marrakech. Désolé pour nos éditeurs marocains, je ne connais pas. Désolé. Ouais, je pense que c'est un peu plus commun de nos jours, mais ça se trouve un petit peu plus partout. À l'époque, c'était assez particulier de Marrakech. J'avais goûté ce plat qui était vraiment incroyable. C'est dans une jarre, c'est une pièce de viande qui est cuite à feu doux. Dans une jarre, donc on met la viande avec les épices, des huiles, et la jarre est enterrée en fait dans du charbon et du sable chaud, et donc il cuit à feu doux pendant je crois un jour ou quelque chose comme ça, et le résultat c'est incroyable. C'est une pièce de viande qui fond dans la bouche avec
une explosion de saveurs. Et donc voilà, donc ça faisait partie de mes découvertes du Maroc, hein, voilà. Et donc voilà, à partir de 99, j'ai plus ou moins eu l'opportunité de voyager un peu partout dans le monde pour mon travail. Je travaillais un petit peu avec mon père, mais enfin j'ai fait mes études ici à UCLA, et puis après je suis reparti, j'ai travaillé un peu avec mon père. J'ai ouvert un magasin de vin en 2005 ici à Los Angeles, et puis je suis reparti encore au Maroc, et je suis revenu. Donc beaucoup de voyages, beaucoup d'allers-retours. Puisque mon père était dans le domaine du textile, je faisais beaucoup les fashion shows, que ce soit en Europe ou que ce soit sur les États-Unis. Donc je voyageais beaucoup, je sais pas, ce qui m'a d'ailleurs amené à connaître ma femme en 2013. Et voilà. Et puis donc tous mes voyages, c'était des voyages. Je voyageais seul, et mes seuls petits plaisirs en fin de journée après les trade shows, c'était d'aller au restaurant et d'essayer un nouveau plat. Alors je pouvais être au Portugal et essayer d'essayer des dégustations de Porto avec autre chose, ou bien de me retrouver en Espagne pour essayer les célèbres grillades espagnoles. Et voilà, donc beaucoup de voyages. Et quand j'ai rencontré ma femme en 2011. Eh ben, c'est un petit peu quelque chose qui nous a connectés. On s'est rencontrés, et tout de suite, on a partagé cette passion pour la nourriture, pour la gastronomie, et puis pour les voyages. Donc c'était un petit peu. Elle habité ici. Ma femme est de Bosnie, et elle a grandi. Elle aussi, elle a eu un parcours un peu international. Elle a quitté la Bosnie au début de la guerre. Et elle est venue habiter aux États-Unis. Elle a grandi ici à Orange County. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu autour de ce thème voyage, gastronomie. Donc, on se donnait rendez-vous à droite, à gauche, pour essayer différentes recettes. Je venais aux États-Unis, je passais quelques temps, elle repartait, voilà. Et puis, on s'est mariés en 2012. En 2013, on a eu notre petite fille, Zoé, et notre petit garçon est venu en 2016. Merci beaucoup. C'est les deux joies de nos vies. Et voilà. Donc voilà. Donc, à cette époque, on est venu s'installer de manière permanente en Californie, puisqu'on voulait leur donner un petit peu de stabilité. C'était bien les voyages, mais il fallait quand même leur donner un petit peu un pied à terre. Donc, on est venu s'installer à Orange County. C'est plus ou moins à cette époque que j'ai vraiment commencé à me mettre aux grillades. Alors, venir aux États-Unis sans faire la grillade, c'est manquer l'un des charmes locaux. Alors, j'ai commencé à mettre à la grillade. Mais bon, pour moi, la grillade à l'époque, c'était mon idée de la grillade, c'était un petit peu ce que je voyais mon père faire pendant les étés, c'est-à-dire on chauffait le charbon, on mettait de la viande dessus, et ensuite, dès qu'elle était marron, on la mangeait. Et donc c'est ce que j'ai reproduit, ce que je pensais connaître. Et d'ailleurs je faisais mes grillades avec pas mal de fierté, mais malgré tout, un jour j'ai été invité par un de mes copains de l'université, et il m'a dit écoute Thierry, viens, je vais te faire un filet mignon. Et je me suis dit, bon bah écoute, c'est tentant, je viens, je suis venu, on s'est posé avec ma femme et ma fille, et il m'a fait un filet mignon. C'était peut-être l'un des meilleurs filets mignons que j'avais goûté à l'époque, et j'étais très impressionné par sa maîtrise du barbecue, du grill, et par le rendu final de la pièce de viande, et je me suis rendu compte ce jour-là que je faisais pas du tout des grillades en fait. Ce que je faisais, c'était jeter de la viande sur du charbon, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus en fait. La grillade, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne semblerait, et c'est en fait même beaucoup plus difficile que de cuisiner avec un outil traditionnel dans la cuisine, un four ou bien un grill à gaz, où en fait on peut contrôler les températures. Griller sur du charbon, c'est d'abord stabiliser la température, c'est choisir le meilleur charbon et le combiner avec le meilleur bois pour avoir ce rendu fumé. Il y a différents bois qui donnent différents résultats, et c'est aussi cuisiner de manière à cuire l'intérieur de la pièce de viande à la température désirée, sans la faire cuire, sans trop cuire l'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui font du grill que c'est. Donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai décidé que je vais me lancer un challenge. Je me suis lancé un challenge personnel en me disant voilà, je vais arrêter de brûler mes viandes sur le grill, et je vais commencer à cuisiner mes viandes sur le grill. Et c'est seulement en 2020, quand il y a eu la crise internationale qu'on a tous connue avec le Covid qui a éclaté, où je me suis dit que je vais créer Grill Culture.
Et puis à ce stade-là, on n'avait pas vraiment grand-chose à faire, ma femme et moi. Les restaurants c'était plus ou moins fermé. Il fallait qu'on réinvente nos habitudes culinaires. Donc au lieu d'aller au restaurant, on s'est dit tiens, on va faire un restaurant ici. Ma femme, à cette époque, elle s'est beaucoup mise à cuisiner, elle aussi. Et puis on a commencé à travailler plus ou moins en tandem. Donc moi j'étais en charge de tout ce qui était viande et cuisson de viande, et elle était en charge de tout ce qui était plat d'accompagnement et de dessert. Et on a tellement bien mangé en fait à la maison en essayant toutes ces recettes que finalement on s'est dit on va plus trop aller au restaurant. Même au jour d'aujourd'hui, on va plus trop au restaurant. Voilà. Oui, ah ouais. Voilà, c'est tout ce qui a plus ou moins inspiré ma passion pour la gastronomie, qui a commencé avec mes parents et qui a continué avec mes voyages. Ok, j'imagine, j'ai plein de questions à poser sur le grill. Oui, Parce que oui, là, bien sûr. je suis très néophyte en matière de grill. Voilà, je fais souvent brûler la viande, etc. Euh, c'est quoi les erreurs, c'est quoi les erreurs les plus communes du grilleur débutant? Ah ben, écoute, tu sais, je vais dire honnêtement, je pense que ça dépend. On a tous plus ou moins notre parcours avec nos. Et puis ça dépend aussi de quelle viande on fait. Moi, ce que j'ai remarqué d'une manière générale, c'est que en fait, quand on grille la viande sur du charbon, on a tendance juste à la mettre en feu direct et à cuire surtout l'extérieur et pas trop cuire l'intérieur. En fait, donc c'est là le challenge principal. Et la manière de cuire l'intérieur de la viande, en fait, sur un grill direct, c'est de faire un double zone. En fait, ouais. Après il y a différents arrangements qui peuvent être faits avec 2 zones, 3 zones. Ça dépend aussi un petit peu est-ce que c'est un rôti ou est-ce que c'est un steak. Mais si on veut faire un steak, pour parler d'un steak, en fait, un bon steak, on va le cuire à feu doux. Sur d'une manière indirecte avec une température contrôlée à 225 degrés Fahrenheit pendant peut-être une demi-heure ou 45, mais ça dépend de l'épaisseur de la viande. Et ensuite, on va se faire un petit sear. Je t'arrête une seconde, tu Vas-y. parles de température contrôlée, donc tu es plutôt du genre à cuisiner avec un thermomètre? Absolument, absolument. Donc moi, j'ai acheté le grill que j'ai acheté quand j'ai commencé, c'était un PK, PK 360. Et c'est Portable Kitchen. C'est une des marques qui se trouve sur le marché. Après, il y en a beaucoup. Il y a le Green Egg, il y en a beaucoup. Moi, je l'ai pris le Piqué parce que j'ai toujours adoré cette marque. C'est une marque qui remonte aux années 1950 et c'était un passionné de barbecue qui a créé ce grill. Et c'est pas très répandu, c'est pas aussi connu que les autres, mais c'est un des meilleurs grilles sur le marché. Les professionnels qui font de la grillade ont tendance à avoir leur Piqué Grill. Et c'est un grill qui fait barbecue et qui aussi fait smoker. Donc, il a une forme très particulière qui permet de circuler la fumée en rotation régulière et tout en maintenant des températures constantes pendant toutes les périodes de cuisson. Donc, c'est un très bon grill. Et donc, je l'ai connecté avec un thermomètre qui est le Fireboard 2. C'est l'un des seuls thermomètres qui est adaptable à ce modèle de Piqué. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu choisis ta température. Donc, tu vas mettre 225 degrés. Et il y a une espèce de ventilateur qui est connecté aux ouvertures du grill et qui va réguler la température. Donc, quand la température descend au-dessous d'un certain niveau, le ventilateur se met en marche et de manière légère souffle un petit peu d'air dans le grill et il réchauffe le charbon de manière à ce que la température augmente. Et puis ensuite, il s'arrête de manière à ce que la température diminue. Donc, ça maintient vraiment une température au charbon qui est très régulière et très stable, ce qui permet de faire des cuissons de plusieurs heures. Donc, j'ai fait des briskets dessus qui sont des fois de 10 heures, 17 heures, ou bien des grillades comment ça s'appelle, de ribs, barbecue ribs, et des côtes de porc. Donc voilà, qui prend à peu près 5 heures et tout ça, avec des résultats qui sont quand même assez garantis. Voilà. Wow, c'est tellement hardcore. Des cuissons voilà, d'une dizaine d'heures. On sent la passion en tout cas. C'est cool. Ah oui, oui, bah, je me rappelle, j'ai des photos d'ailleurs où je suis en train de cuisiner sous la pluie avec mon parapluie au milieu de la nuit pendant les fêtes de Noël. J'adore je peux rester toute la nuit debout à regarder la fumée sortir de mon grill ou les flammes s'agrandir sur le grill. J'ai toujours adoré
l'outil en question. C'est quelque chose qui est très créatif et c'est quelque chose qui permet d'avoir des résultats qu'on peut partager en famille. J'adore cet aspect familial, cet aspect être tous ensemble pour partager une bonne pièce de viande. Bah, c'était un peu comme je l'avais quand j'étais petit en grandissant, les étés en France, à Barcarès, dans le sud de la France, ou bien les festivités de Noël. Ça a toujours été autour d'une table, ça a toujours été la passion culinaire avec les amis et la famille. Voilà. Ok, incroyable. Euh, du coup, vu ton expérience dans le grill, c'est Uh-huh. quoi les ingrédients que tu préfères griller ou que tu préfères cuisiner? Est-ce que tu as oui, des ingrédients phares? Oui, oui, bien sûr. Bah, alors écoute, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé vraiment grill culture en 2000, en 2020 à peu près pendant la pandémie. Et en fait, j'ai découvert à cette époque-là le Wagyu beef. Donc Ah, voilà, c'est connu pour être la viande la plus chère au monde, mais c'est aussi connu comme la viande la plus excellente au monde. Et je l'ai vraiment découvert de manière de vraiment par hasard. J'avais vu un petit peu, j'avais entendu parler du wagyu ici et là. J'avais trouvé que quand on allait dans un restaurant, bon, je regardais sur le menu une pièce de wagyu, un filet mignon wagyu qui était à 200 et quelques dollars. Bon, je me suis jamais dit, tiens, je vais prendre une pièce de wagyu à 200 dollars. Donc voilà, donc j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment goûté. Et puis pendant la pandémie, la fête des mères arrivait et je voulais surprendre ma femme avec un menu un petit peu exceptionnel qui sortait de l'ordinaire. Et donc j'ai commencé à chercher sur Internet des idées de repas pour faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Et je suis tombé par hasard sur Snake River Farm, qui est d'ailleurs aujourd'hui un de mes sponsors. ok. Et j'ai commandé une pièce de viande de chez eux. Je saurais pas dire quelle pièce de viande j'ai commandé, mais je pense que ça devait être un classique filet mignon ou ribeye, je suppose. Et donc je me suis dit tiens, je vais tenter le coup. Et alors, je sais pas si ma femme a vraiment été impressionnée par la pièce de viande en question, le wagyu à ce moment-là, ce jour-là. Mais en tout cas, j'ai été, ça m'a, alors j'avais jamais goûté quelque chose d'aussi bon. La saveur de la viande était exceptionnelle et c'est une pièce de viande qui fondait dans la bouche. Vraiment, j'avais jamais goûté quelque chose d'aussi délicat dans le domaine des viandes. Et mon père m'avait toujours dit en grandissant, écoute, tu sais Thierry, quand tu fais une bonne pièce de viande, c'est 80% la pièce de viande et c'est 20% la technique que tu utilises. Donc ça m'est toujours resté en grandissant que vraiment pour faire une bonne grillade, il faut commencer par des bons ingrédients. Et j'avais jamais goûté quelque chose d'aussi exceptionnel. Alors voilà. Et donc je me suis dit depuis ce jour-là, tiens, je vais essayer d'autres pièces de viande. Et alors j'ai commencé à essayer. J'ai essayé les briskets, j'ai essayé différentes pièces de viande. Et au jour d'aujourd'hui, on grandit toujours dans le domaine de la cuisine, on apprend toujours des nouvelles choses, mais je pense que j'ai quand même perfectionné l'art de cuisiner le wagyu à un niveau Euh, où j'arrive à faire fondre le gras dans le intramusculaire, dans le muscle, à travers le sous-vide. Donc j'ai beaucoup utilisé le sous-vide. J'ai découvert le sous-vide à travers le wagyu. C'était une technique de cuisine qui m'a un petit peu intimidé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à combiner le sous-vide avec le wagyu et en tirer, je pense, le meilleur qui soit. Voilà. ok, ok. Du coup, bah, ceux qui nous écoutent, prenez bonne note, hein. Donc, du coup, la clé pour avoir un wagyu bien fondant, c'est de le faire cuire sous vide d'abord et de le terminer au grill. Voilà. Donc, ce que je fais, je commence Ah, toujours avec. Alors, c'était un des autres ingrédients. Quand tu m'as demandé, voilà, quels sont les ingrédients de base. Le wagyu, c'est l'un des ingrédients, mais le sel aussi, c'est un ingrédient assez clé. Puisque je fais toujours Alors, je sais pas c'est quoi la traduction en français. C'est ici aux États-Unis, ils disent c'est un dry brining. Ça consiste en fait à mettre un petit peu de sel sur la viande crue, la veille. Et donc, tu laisses dans ton frigo le soir même. En fait, ce qui se passe, c'est que le sel absorbe les liquides dans la viande et les répartit, en fait. Il les retourne dans la viande et les répartit. Et il y a une espèce de réaction chimique qui se passe qui permet d'attendrir la viande. Donc, quand tu combines cette technique avec du wagyu qui est déjà très tendre, tu finis avec une pièce qui est encore meilleure que ce qu'elle devrait être. Et puis donc effectivement après, ça dépend un petit peu du type de viande. Moi je la cuisine. Un steak, je le fais d'habitude entre 6 et 8 heures sous vide.
à 129 degrés. Et une pièce de rôti, je le fais en général 24 heures. Après, ça dépend aussi. Par exemple, j'y reviendrai peut-être après sur le filet mignon. C'est l'une de mes pièces de viande préférées à cuisiner. Et je le fais en 24 heures, bien que ce soit un steak. Le résultat est incroyable. Donc ça vraiment, ça permet donc ce qui fait le wagyu, ce qui est l'une des choses qui le rend aussi exceptionnel, c'est ce gras dans le muscle. Et c'est un gras qui est particulier dans le sens où ils font à température basse pendant plusieurs heures, et donc ce gras reste à l'intérieur de la viande, et ce qui lui donne ce goût exceptionnel. Mais le challenge, c'est de faire fondre ce gras. Donc le sous-vide, c'est l'un des seuls outils qui permet d'atteindre ce niveau de perfection au niveau de la viande. Et une fois que c'est fait, donc je le sors du plastique. Je le sèche et je le remets ou bien sur le grill si jamais c'est une pièce qui rend bien sur le grill pour avoir cette espèce de goût fumé, de goût de charbon, ou bien je le remets sur une poêle à frire en fer forgé, et je lui donne ce sear, cette espèce de croûte en surface, et cette combinaison, c'est un résultat exceptionnel pour le wagyu. Voilà. Jonathan, arrête-moi parce que je te dis, des fois, j'ai tendance à m'emballer un petit peu quand je parle de viande. Oui, non, c'est parfait. Moi, je suis très intéressé. Hein. Je cuisine aussi un peu des fois sous vide. Et bah, je suis pas grand. Enfin, j'ai un peu arrêté en fait. Et du coup, euh, oui, je reprends la conversation. Du coup, voilà, moi, je bidouille un petit peu aussi hein, sous vide. J'ai un peu arrêté. Mais tu as parlé de sécher au moment de mettre sur le grill. C'est important cette étape? C'est pas vraiment essentiel, mais moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était important, parce que en fait ce qui se passe, c'est que quand tu veux, ce qui permet d'obtenir cette croûte en fait, sur la surface de la viande, c'est en fait de la faire cuire à très haute température, ou bien sur le grill, ou bien sur la poêle à frire. Mais si jamais tu sèches pas la viande, en fait ce qui se passe, c'est que la croûte ne se forme pas aussi bien. Donc la clé en fait, c'est de bien sécher la viande. Et une des techniques d'ailleurs qui peut être utilisée, c'est non seulement de la sécher avec un petit bout avec un petit papier, sopalin ou quoi que ce soit, mais aussi de la remettre dans le frigo pendant une petite quinzaine de minutes. Et en fait, l'air dans le frigo sèche la viande, la surface de la viande, avant de le mettre sur le grill. Et c'est vraiment la clé pour obtenir cette croûte de manière assez rapidement. Parce que tu pourras l'obtenir, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Et ce qui se passe, c'est que tu risques de trop cuire l'intérieur. Donc c'est d'où l'intérêt de sécher sa viande avant de la remettre sur le grill. Ok, bien noté. J'avais Voilà. guigné un peu sur ton blog, j'avais vu l'article sous vide, mais dans tous les cas, on mettra le lien dans la description de la vidéo ou du podcast suivant où vous écoutez Je te remercie le beaucoup, podcast. Jonathan. Oui. Et puis, de toute façon, si tes auditeurs ou toi-même vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je fais toujours mon mieux pour y répondre dans les 24 heures. Donc, voilà, je serai enchanté de partager ma passion encore une fois. Et nous, on sera enchantés de partager ta passion, enfin de partager tes coordonnées pour que Je te voilà, la remercie. passion, ça se partage. C'est le thème de notre podcast, de notre Très podcast. bien. Donc, bah, continuons. Donc, le Wagyu, c'est à peu près compris. Tu as parlé de filet mignon. Et aussi, je me permets de faire appel à ta grande connaissance dans le grill pour te demander si tu Oui. grilles aussi des légumes. On a pas mal d'auditeurs qui sont véganes, hein, enfin d'auditeurs de gens de notre communauté qui sont véganes. Et du coup, bah, est-ce que tu as aussi des astuces pour cuisiner des légumes sur le grill? Écoute, je dois avouer que c'est pas trop ma spécialité. Effectivement, je grille des légumes sur le grill, mais en général, c'est surtout sur les brochettes. J'aime bien mettre des pièces de légumes, en fait, entre les pièces de viande, simplement parce que je trouve que ça permet de faire d'une pierre deux coups. Mais c'est vrai que c'est pas trop ma spécialité de cuisiner des légumes sur le grill même, à proprement parler. Ok, ça marche, bien noté. Ok, on arrive à la fin de ce show. Est-ce que tu as des conseils à partager avec nos auditeurs? C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris en tant que chef?
Ah, c'est une question un peu difficile, parce que j'ai appris tellement de leçons, mais je dois dire que, et ça après, il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont pas vraiment être d'accord avec moi, mais comme je dis, j'ai ouvert un magasin de vin, en fait, en 2005 à Los Angeles, et à l'époque, je connaissais un petit peu le vin, mais je le connaissais pas de manière professionnelle, donc je m'étais inscrit pour prendre des leçons de tasting et de dégustation. Et le prof en fait qui nous faisait la leçon en fait m'a donné un conseil qui encore aujourd'hui m'a marqué, que d'ailleurs je trouve que c'est un conseil qui est valide pour tout le monde et que tout le monde devrait garder en tête, quel que soit le domaine dans lequel ils sont. C'est que en fait ce qu'il nous avait dit, c'est que quand on déguste du vin, il n'y a pas de bon vin, il n'y a pas de mauvais vin. Alors je suis pas sûr que je suis totalement d'accord avec ça, mais ce que je pense qu'il voulait dire, c'est que en fait il faut pas trop suivre un petit peu les grandes lignes et se dire tiens, un Merlot c'est pas bon et un Pinot Grigio c'est bon, mais plutôt se dire tiens, il y a un bon vin pour moi et un mauvais vin pour moi. Chacun a ses goûts, chacun a des goûts différents, et il faut pas trop suivre les moules en fait qui sont préétablis. Et c'est la même chose dans la grillade. Il y a beaucoup de recettes qu'on va trouver sur Internet. Une bonne manière de faire du filet mignon, une bonne manière de faire ça, une bonne manière de faire telle pièce de viande. Et moi, j'ai toujours trouvé que ce qui rend le grill un outil qui est aussi beau et aussi passionnant, c'est cette flexibilité qu'on a d'adapter toutes les recettes. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de prendre des recettes qui étaient déjà sur Internet et de les adapter à mes goûts personnels. Des fois, j'ai essayé de combiner des viandes avec du sucre et à ma grande surprise, j'ai obtenu des résultats incroyables, de mélanger avec des différentes épices, que ce soit du gingembre ou d'avoir une touche asiatique, ou bien même une de mes recettes préférées, c'est cette recette que j'ai développée avec du peanut butter, du beurre de cacahuète sur des brochettes thaïlandaises, qui donne un résultat exceptionnel. Donc j'encouragerai tous les auditeurs et toute personne en fait qui se lance dans la cuisine à d'une part oui apprendre à travers le savoir-faire qui est sur Internet, mais aussi à ne pas avoir peur d'adapter ses recettes et d'essayer des nouvelles choses, parce que c'est souvent ce qu'il y a de mieux dans la cuisine. Et puis voilà, quoi. Bien noté. Du coup, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que tu fais? C'est ce que je fais à travers Grill Culture ou bien en tant que job à part? Oui, oui, agriculture, oui, oui. Alors, ce Si tu Grill as Culture, d'autres activités que tu aimerais présenter à nos éditeurs, n'hésite pas, hein. non, 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 non. Grill culture, ça reste quand même ma passion pour l'instant. Je travaille toujours à plein temps en tant que prof d'éducation spéciale dans une école élémentaire ici. Donc voilà, je n'ai pas renoncé à ma profession d'enseignant. Mais Grill culture, c'est ma passion, petite échappatoire. C'est un petit peu mon hobby de côté. Et puis oui, moi, j'ai toujours voulu, à travers Grill Culture, partager cet aspect international. Donc, j'ai toujours remarqué, quand j'ai commencé à me lancer dans la grillade, qu'on retrouve toujours les mêmes recettes sur Internet. C'est comment est-ce qu'on fume cette pièce de viande, comment est-ce qu'on grille cette pièce de viande. Et j'ai toujours trouvé que c'est quand même dommage, parce que le monde a tellement à apporter, toutes les cultures internationales ont tellement à apporter au domaine de la grillade. J'ai toujours pensé que c'était un domaine qui devrait être plus exploré, et j'ai décidé vraiment d'en faire euh, mon mon aire en fait mon sujet quoi principal, et toutes les recettes que je partage sont des recettes qui sont plus ou moins internationales, des recettes qui ont une touche exotique, ethnique, ou de culture d'au-delà des océans, quoi. Voilà. Super. Donc, grillculture.com. Quelculture.com, voilà. Très bien. Et bah, on mettra le lien dans la description. Bah, je te remercie beaucoup, Jonathan, et encore merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'était vraiment un plaisir de discuter de ma passion. Ça m'a permis de voyager un petit peu dans le temps et de retourner un peu dans le passé. C'est un voyage nostalgique. C'était vraiment super, hein. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Super histoire. C'est vraiment exactement ce qu'on aime, hein, des histoires, le partage. Voilà, c'est c'est notre ADN. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir. Et bah, Merci, suivant Jonathan. les réactions de notre audience, voilà, si tu es disposé à donner une masterclass de grillade, eh ben, on peut organiser ça.
Ah bah écoute, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. N'hésite pas à m'appeler, quoi que ce soit, je suis toujours disponible et toujours très heureux de partager ma passion. Merci infiniment, Thierry. Merci, Jonathan. Allez, Au revoir. au revoir. Dans cet épisode de Shahin Iskahin, nous avons eu le plaisir d'accueillir Thierry Uriva, le créateur de Grille Culture. Thierry est un passionné de barbecue et de gastronomie internationale. Il nous a raconté son parcours international et comment il est arrivé à créer Grille Culture pendant la pandémie. Il a partagé ses ingrédients préférés et a donné des conseils pour réussir ses iriades. Que vous soyez un amateur de viande ou un végétarien, vous trouverez des astuces intéressantes pour cuisiner sur le grill. Nous vous remercions de votre fidélité en tant qu'auditeur et nous vous invitons à laisser une évaluation et un commentaire pour nous aider à améliorer notre podcast. Votre soutien est précieux pour nous. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt dans notre prochain épisode de Shahin Iskarin.